Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est une note publiée récemment qui a attiré notre attention en décembre dernier par l'Institut Jean Jaurès, intitulée ainsi « Être majoritaire, la gauche face à la fracture territoriale ». Et voilà, donc cette note qui s'interroge sur la perte de vitesse de la gauche dans la France dite périphérique, on connaît bien cette expression maintenant, la France des sous-préfectures, la France des villes moyennes. Et c'est Thibault Lonneur, conseiller municipal de Vierzon dans le Cher, d'étiquette LFI, qui analyse ce recul en partant de ce constat amer, finalement, derrière une victoire de façade. Je le cite, « Les scores historiques de la NUPS cachent une réalité qu'il convient de ne pas masquer. Pour la troisième fois depuis 2002, aucun candidat de gauche n'a accédé au second tour de l'élection présidentielle. Par ailleurs, sur les 577 sièges de députés, seuls 147 ont été conquis par la NUPS, bien loin des 289 requis pour imposer une cohabitation. Alors ce score est certes nettement supérieur aux 64 députés de gauche obtenus en 2017, mais l'année 2012 mise à part, il est très loin des 227 députés obtenus par la gauche parlementaire de 2007 et même en deçà des 162 de 2002. Donc un recul que note ce conseiller municipal de Vierzon, Thibault Lonneur. Alors comment expliquer cette déception, abandon de la France des barbecues au profit des dits quartiers populaires ou des dites banlieues, selon la célèbre stratégie Terra Nova, et puis repris ensuite par les travaux de Guy Louis, de Jérôme Sainte-Marie, de Jean-Claude Michéa. On a déjà bien compris à quel point la gauche sociétale avait délaissé ces catégories populaires pour se tourner vers les dites minorités. Oui, mais cette fois, ce phénomène est constaté et déploré par un élu de la gauche. Il semblerait que la France populaire intéresse de nouveau la gauche. Alors quels ont été les échecs de la gauche vis-à-vis de cette France populaire? Et puis surtout, parce qu'on va s'interroger sur les échecs de la gauche, mais en s'interrogeant sur les échecs de la gauche, on pose également évidemment la question des failles de la droite. Et puis la question plus large de cette France dite populaire. Est-ce qu'elle a encore de l'avenir devant elle? Et si oui, sous quelle forme? Voilà les questions de notre table ronde. Et pour en parler, je suis très heureuse d'être avec mes deux invités. Bonjour Céline Pina. Bonjour. Alors vous êtes ancienne conseillère régionale PS Île-de-France, ça remonte un peu maintenant, essayiste, militante de la laïcité, fondatrice du mouvement Vivre la République. Vous collaborez notamment au magazine Causeur ou à Forum Populaire et vous êtes auteur de ces deux livres, notamment Silence coupable aux éditions Quéro et C'est biens essentiels aux éditions Bouquin. Et puis nous sommes également avec Andrea Cotarac. Bonjour Andrea Cotarac. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Rassemblement national d'Auvergne-Rhône-Alpes et puis porte-parole du cabinet de Marine Le Pen. Alors peut-être pour commencer, Céline Pina, vous venez d'ailleurs, ce qui est intéressant également, Andrea Cotarac, on ne s'est pas dit dans votre biographie, mais vous venez également de la France insoumise et donc de la gauche. Donc voilà pourquoi il était particulièrement intéressant de vous entendre tous les deux aujourd'hui. Peut-être Céline Pina, je vais commencer par vous donner la parole concernant d'abord ce constat que fait. Certes, on a l'impression presque un petit peu tard, Thibault Lonneur, mais il vaut mieux tard que jamais. Et surtout, il cherche dans cette note de l'Institut Jean Jaurès à comprendre comment la gauche pourrait récupérer cette France populaire et cette frange populaire. Donc, ce constat, vous l'aviez fait, vous et également Céline Pina, évidemment. Oui, en fait, c'est tout simplement, normalement, quand on s'engage à gauche, le but du jeu est quand même de changer la donne, d'améliorer la condition, ou en tout cas les perspectives des classes moyennes et populaires. Et moi, quand je suis rentrée, en tout cas, dans une gauche qui fonctionnait selon cette logique-là, qui avait une lecture sociale de la société, mais qui, dans son fonctionnement, finalement, était dans la même logique que la droite de l'époque. Autrement dit, le seul mot d'ordre, c'était l'adaptation à la mondialisation. Et puis d'adaptation à la mondialisation, on est passé d'une adaptation à la globalisation, dans lesquelles finalement les peuples étaient vus comme des facteurs de nuisance. Autrement dit, oui, l'Europe voyait les peuples comme étant source de guerre et les nations comme étant source de guerre. Donc le but du jeu était finalement d'éliminer la souveraineté populaire
pour passer par des organismes type justement européens, supranationaux, dans lesquels finalement les technocrates allaient mettre en place les bonnes solutions en se passant de ces peuples rétifs, pénibles, et en écrasant en fait toute leur identité. Et dans cette histoire-là, la gauche ne pouvait pas s'en sortir parce que la seule richesse de la gauche, ce sont les hommes, c'est leur désir d'améliorer leurs conditions. Et cette gauche qui a renoncé à toute amélioration sociale ne pouvait plus délivrer qu'un discours sociétal uniquement axé sur le droit à la différence, sur l'exacerbation des droits individuels, voire un projet purement totalitaire qui était de dire aux gens « vous pouvez être ce que vous voulez et tout est possible ». Autrement dit, vous êtes né femme, vous pouvez vous revendiquer homme. En fait, on abolissait toutes les barrières et dans cette histoire-là, les classes populaires et moyennes ne peuvent pas se retrouver parce que ces délires-là sont des croyances de luxe. Eux, ils ont des préoccupations beaucoup plus basiques, c'est avoir de quoi se nourrir et élever ses enfants, et puis leur offrir des perspectives, penser qu'une ascension sociale est encore possible, ce qu'on leur a retiré aujourd'hui. Oui. Et donc cette gauche délirante n'intéresse pas les classes populaires qui ont des préoccupations très concrètes. Oui, oui. Ce qui est très intéressant, c'est ce que vous avez dit, hein, c'est finalement éliminer les peuples qui sont considérés comme des sources de nuisance. Et là, j'ai envie de dire, balayons tous devant notre porte, puisqu'on a enfin, en gros, on parle notamment de cette volonté européiste maastrichtienne, et qui n'est pas seulement le fait de la gauche, mais également de la droite. Ce qui est étonnant, c'est que la droite, même le parti républicain, qui a commis ces erreurs-là, aujourd'hui est quand même beaucoup plus présente beaucoup plus émaillée en France que la gauche ne l'est. Et on peut aussi s'interroger sur les raisons de cette persistance de droite sur ces questions-là. Mais d'abord, Andrea Cotarac, je voudrais avoir votre avis également sur le constat que vous avez pu faire sur l'abandon de la gauche des classes populaires. Oui, mais un abandon évident, mais qui n'est pas comme ça un commentaire, qui est vraiment théorisé, qui a été travaillé notamment par des think tanks comme Terra Nova, qui avait expliqué qu'il fallait abandonner les ouvriers, la lutte des classes, ou en tout cas une vision du rapport de la lutte des classes, une vision sociale des choses, pour plutôt aller vers du sociétal, pour plutôt aller vers la vision finalement d'une société qui ne serait qu'une addition des intérêts des minorités diverses et variées, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient de couleur, qu'elles soient des minorités sexuelles. On a une gauche finalement en 3 points qui, a validé Terra Nova. Je me souviens d'une phrase de Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti socialiste dans les années 80, qui disait « ça y est, bon, on lâche tout ça, on ouvre une parenthèse libérale qui en réalité s'est jamais fermée maintenant depuis 40 ans ». Deuxième point, on a une gauche qui, ayant validé ce discours-là, s'est détaché de la vie réelle des gens, sur le caractère des services publics, sur la police, sur l'immigration, sur un tas de choses. Je me souviens moi des phrases de Marchais ou François Mitterrand qui étaient clairement dans une vision sociale, opposée à l'immigration. Et enfin, 3, parce qu'on parle toujours de gauche et de droite, moi je ne crois plus dans ce clivage, et vous l'avez dit vous-même, c'est que sur des textes aussi fondamentaux que les traités européens, sur des textes aussi fondamentaux que les traités de libre-échange, on a vu que la gauche, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, et la droite, UMP notamment, ont tous validé cela. Je vous rappelle qu'en 2005, lors du référendum pour un traité pour une constitution européenne, le PS et l'UMP faisaient campagne, en tout cas pour le oui, c'est-à-dire pour une concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire finalement ce qui a découlé derrière les travailleurs détachés et la mise en concurrence de ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire des hommes, notamment entre les Français et les immigrés. Mais Andrea Cotarac, immédiatement, avant qu'on continue sur ces sujets-là, comment vous expliquez, parce que certes, vous le rappelez, l'UMP était pour le traité pour la Constitution européenne, comment vous expliquez que finalement les dégâts ont été moins importants pour cette droite-là à ce moment-là, ou en tout cas plus lents à se faire sentir? À l'époque, la droite était au pouvoir. Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy. Puis c'est Nicolas Sarkozy qui, à ma connaissance, est de droite, qui a trahi le peuple français en expliquant que finalement ce serait le traité de Lisbonne. Et enfin,
Ça, c'est pour la droite, qui finit quand même à moins de 5% lors de la dernière présidentielle. Donc, elle est quand même assez frappée. On y arrive. On a eu un Pécresse au thon où il a fallu rembourser sa campagne pitoyable. Et enfin, sur la gauche, on a, je crois, des résultats insatisfaisants, même passables. Tant sur le mal logement, on en discutera, tant sur le rapport avec les entreprises du CAC 40, tant sur la fiche de paye. On a vu justement que les salaires diminuaient, sur les accidents de travail, sur un tas de choses. On nous expliquait que le changement c'était maintenant. Alors là, ils ont des slogans, notre monde est possible, etc. En réalité, à chaque fois, et ça le peuple français, lui, le subit et le sait, la gauche a trahi et en tout cas n'a pas été satisfaisante. On va continuer de parler de la gauche, également évidemment de la droite, mais il est 8h01, on fait un rapide point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. De la table ronde. Oui. Non. La table ronde. La France périphérique, la France populaire, la France des barbecues, comme disent certains désormais. Cette France qui a été oubliée par une bonne partie de la gauche, mais on peut le dire également par une bonne partie de la droite. Et puis finalement, qui aujourd'hui se rappelle à l'intérêt de ses conseillers municipaux, notamment Thibault Lonneur, conseiller municipal de Vierzon, conseiller LFI, qui tente de comprendre comment la gauche a pu oublier cette frange, cette partie de la France périphérique. Alors, c'est une étude qui est publiée par l'Institut Jean Jaurès et dont nous avons déjà commencé à parler. Et pour mieux comprendre ce phénomène et surtout l'avenir de cette France périphérique, eh bien, nous sommes donc avec mes deux invités. Andrea Cotarac, porte-parole du cabinet de Marine Le Pen, présidente du groupe RN d'Auvergne-Rhône-Alpes, et Céline Pina, ancienne conseillère régionale PS d'Île-de-France, fondatrice du mouvement Vivre la République, et puis auteure notamment, je vais citer le dernier, de ce livre, C'est biens essentiels, aux éditions Bouquin. Alors Andrea Cotarac, je vous ai entendu dire évidemment, et on va y venir, que aujourd'hui les critères de gauche et de droite n'étaient plus forcément pertinents. C'est pas forcément encore l'analyse que dresse Thibault Lonneur, conseiller municipal à LFI. Pour le moment, on voit que eux tentent de récupérer, ou en tout cas d'analyser et de comprendre comment ils pourraient récupérer cette France oubliée qui ne vote plus à gauche. Vous pensez que c'est une erreur d'analyse de leur part ? C'est, on va dire, j'imagine, le dernier point sur lequel il faut qu'ils réfléchissent, parce que sinon ils ne seraient plus à la France Insoumise. Puisque la France Insoumise, en 2017, nous disait, il n'y a plus de gauche et de droite. C'est le peuple aujourd'hui face à l'oligarchie ou face à une élite ou face à une caste, comme pouvait dire Podemos. Et Jean-Luc Mélenchon, en 2017, n'a jamais parlé ni de gauche ni de droite. Absolument jamais. Et puis, au sortir de 2017, il devrait le savoir, Jean-Luc Mélenchon s'est cru comme le leader de la gauche. Et ça aboutit 5 ans plus tard à la NUPES, c'est-à-dire à gauche contre droite. Donc, finalement, ils ont réinstauré artificiellement ce clivage pour justement dominer la gauche, ce qu'ils ont réussi à faire. Je parle évidemment de la France Insoumise. Le problème, c'est que dans les faits, cette gauche-là a abandonné une vision sociale. Vous l'avez vu lors des manifestations soi-disant contre l'islamophobie. Ils n'hésitent pas à manifester avec des islamistes pour des raisons électorales. Ça marche puisqu'ils font 50% au premier tour en Seine-Saint-Denis. Ils se sont alliés, ils ont ressuscité le Parti socialiste qui quand même avait donné 30 milliards de cadeaux fiscaux au patron du CAC 40 de la poche des Français, sans contrepartie, sans efficacité, sans résultat. On a une gauche qui, comme celle de François Hollande, a détruit 236 000 emplois industriels, ce qui n'est pas rien. Et bref, on a une gauche qui, je mets aussi Europe Écologie Les Verts, qui sont aussi des partenaires de la France Insoumise, qui eux, lorsqu'ils étaient au ministère du Logement, j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, il y avait 3,4 millions de mal logés quand ils sont arrivés au pouvoir. Ils sortent en 2017 avec 4 millions de mal logés. Donc, si vous voulez, il y a les paroles de la gauche, il y a la beauté de leurs discours humanistes ou de leurs analyses, et puis il y a la réalité de ce que vivent les Français après 5 ans de gauche au pouvoir. Et puis peut-être préciser également que c'est une gauche qui peut apparaître, en tout cas pour la France périphérique, comme étant aux ordres. La France qui fait souvent partie de cette France d'opposition, des Gilets jaunes, qui ont pu croire en effet à une alliance gauche-droite d'opposition.
Et puis finalement, on a bien vu que Jean-Luc Mélenchon ne souhaitait pas faire le jeu de l'extrême droite. Encore une fois, c'est pour les dernières présidentielles, il ne faut pas voter Marine Le Pen, on se rappelle de sa tirade aux élections 2022, qui a pu décevoir une grande partie de l'opposition. Et puis dernièrement encore, ce refus de voter une motion de censure du Rassemblement national parce que c'était le Rassemblement national. Donc c'est vrai que là encore, on se demande où est la place de l'écoute, en tout cas, de cette France populaire qui aimerait peut-être qu'on puisse marcher main dans la main, droite et gauche. Mais bien sûr, et c'est Marine Le Pen qui leur parle à ces gens-là, dans des territoires complètement désindustrialisés, qui étaient à l'époque des territoires dits rouges, comme l'Allier, par exemple. Aujourd'hui, le RN tire des députés, et dans des territoires dits de droite ou bleus, comme dans l'Ain, pareil, c'est la même région, mais le Rassemblement national aussi est caracole en tête. Donc on voit bien que ce clivage est quand même revu. En tout cas, on peut en reparler. Mais la France insoumise a toujours fait passer le parti avant la patrie. Et ça, ce sont même des députés LFI qui le disaient eux-mêmes, comme François Ruffin. Lui était pour la proposition du RN sur une TVA à 0% sur les premiers produits de première nécessité. Il ne vote pas la mesure parce que c'est le RN. Le RN donne la parole à Madame Caroline Fiat, députée LFI, pour proposer la réintégration des soignants non vaccinés. Il la refuse. Donc on voit bien que l'objectif numéro 1, c'est d'abord le parti. C'est pas d'améliorer concrètement la vie des Français. Céline Pina, là, on a notamment sur la France insoumise ce clivage droite-gauche, cette opposition, enfin cette volonté de plaire au peuple et de lui parler tout en même temps en jouant un peu le jeu des partis de gouvernement, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon. En fait, d'abord, la France insoumise a tout à fait le droit de choisir de ne pas soutenir un parti qui est de l'autre côté de l'échiquier politique que l'extrême gauche. Des mesures. L'extrême droite, parti, des mesures. Particulièrement. Ensuite, sur les mesures, elles sont quand même extrêmement anecdotiques, voire critiquables. Par exemple, la réintégration des soignants non vaccinés se discute totalement et ça peut être un point de vue qui se défend. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait une obligation de soutien. Surtout que normalement... Pardon, mais c'était les mêmes qui, juste avant, avaient fait cette proposition, en fait. Donc, on sait que leur volonté était d'aller dans ce sens-là. Le problème du peuple français, c'est de savoir si on doit réintégrer les soignants non vaccinés. Je ne crois pas. Je crois que le principal problème qui fait qu'aujourd'hui les gens ne votent pas et que le plus grand parti est celui des abstentionnistes, c'est sans doute que toutes ces personnes ont un discours contre la société telle qu'elle est, mais ne disent jamais ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont construire. Tout cela est très théorique. Quant à penser qu'ils incarnent un chemin qui pourrait être un chemin différent, qui pourrait être un chemin dans lequel on réactive à la fois les protections du peuple, elles sont très concrètes, autrement dit la qualité des services publics, et de l'autre, on propose un vrai ascenseur social à cette France. Aujourd'hui, je crois qu'aucun des partis n'est crédible sur ces questions-là, et c'est le principal problème. La vérité, pourquoi est-ce que cette France périphérique, quand elle bouge, elle attend quelque chose des politiques. Les Gilets jaunes, quand ils se sont révoltés, ils n'ont pas voulu créer un nouveau parti, ils n'ont pas voulu se doter d'un leader. Ils attendaient à ce que, par exemple, leur président de la République leur réponde. Et c'est face à un de mépris de caste qu'ils se sont finalement révoltés. Mais aujourd'hui, sur les perspectives offertes, je crois que malheureusement, ni les extrêmes ni les partis classiques ne sont crédibles aux yeux de trop de Français qui ont choisi de se réfugier dans l'abstention. Ça, c'est aussi une réalité que les partis qui aujourd'hui ont le vent en poupe devraient entendre également et peut-être eux aussi faire des efforts en matière de proposition plutôt que vivre sur la critique qui finalement peut être satisfaisante. C'est toujours très satisfaisant de se percer un bouton. C'est pas comme ça qu'on obtient une belle peau. Mais là, vous faites écho directement au Rassemblement national en parlant de ces partis qui sont dans la critique. LFI n'est que dans la critique. Oui. Par ailleurs, les solutions qu'elle propose au défi de notre temps sont purement délirantes. Donc, ce sont des gens. Comment voulez-vous, quand vous avez des enfants, que vous vous souciez de leur avenir, vous vous souciez peut-être aussi
à venir, aller vers des partis de ce type. À la limite, sur ce terrain-là, le Rassemblement national peut être plus concret dans ses propositions qui sont peut-être plus classiques dans la mesure où aujourd'hui, il se réempare d'une forme de gaullisme social. La seule question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi LR, qui est l'héritier naturel du gaullisme, est à ce point-là incapable d'avoir un discours structuré, cohérent et partagé, tellement ils sont dans une optique néolibérale qui font qu'ils ne voient même plus ce qu'ils pourraient proposer à la France, alors que c'est leur héritage. Ce que demandent les Français, c'est l'héritage gaulliste. C'est vraiment hallucinant de voir que le parti qui en est le dépositaire est incapable de l'incarner. Oui, et puis on a bien vu qu'ils vivent encore un peu sur les ruines du gaullisme social et notamment sur ces sièges régionaux, mais que bon, ça tendre à diminuer petit à petit, il ferait bien de se réveiller. Andrea Cotarac, donc on revient sur cette France, finalement, à entendre Céline Pina populaire, n'est pas forcément entendue aujourd'hui. Vous allez me dire, vous, je connais votre réponse, vous allez dire si, elle est entendue par le Rassemblement national, qui peut-être, selon vous, est la seule héritière du gaullisme social d'hier. Je n'ai pas envie de catégoriser le Rassemblement national dans le gaullisme social ou comme héritier parfois de certains discours de Georges Marchais. Toujours est-il que, contrairement à ce que dit Céline Pina, je crois, personne ne peut entendre soi-disant les Gilets jaunes. Je ne crois pas. La dernière fois, les Gilets jaunes avaient des mesures concrètes. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, pour leur redonner un peu de pouvoir, pour leur redonner un petit peu cette dignité, cette noblesse politique de pouvoir décider de l'avenir et du destin de la France. Marine Le Pen le proposait dans le programme. Il proposait une TVA à 0% sur les premiers produits alimentaires, qui est une mesure concrète d'urgence sociale que des voisins européens ont mise en place, et ça marche. Malheureusement, lorsque des députés de la France Insoumise vous expliquent qu'aujourd'hui on a deux choix, la volonté démocratique ou le marché, je constate qu'ils ont tous appelé en avril 2022 à voter pour le marché, pour McKinsey, pour BlackRock, pour Emmanuel Macron, qui, je le rappelle quand même, avait une seule mesure dans son programme, la retraite à 65 ans. On nous dit qu'aujourd'hui, on a un front syndical uni depuis 15 ans, etc., c'est la première fois depuis 15 ans. C'est faux. En avril 2022, le front syndical allait de la CGT au MEDEF. Tous ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Et enfin, la France Insoumise a appelé évidemment à voter aussi pour cela, mais Marine Le Pen avait des mesures concrètes, contrairement à ce que je viens d'entendre. Je parle de la TVA, le RIC. Je parle même sur des sujets internationaux. Elle avait proposé, par exemple, d'accueillir M. Assange, lanceur d'alerte, qui avait quand même livré des informations totalement importantes, absolument importantes et nécessaires pour le pays et pour la France, qui le méritaient. La France Insoumise a voté pour Emmanuel Macron. Elle proposait d'augmenter de 10% le salaire des soignants, des premières lignes, parce qu'ils sont 10% moins bien payés que la moyenne de l'OCDE. La France Insoumise et la gauche a voté pour Emmanuel Macron, pas pour l'augmentation. Donc vous voyez, on peut discuter un petit peu des trahisons de la gauche et de ce clivage qui n'existe que dans la tête des gens que vous avez cités tout à l'heure, des élus de la France Insoumise. On peut aussi discuter aussi, pardon, je ne vais pas parler d'une trahison de la droite, malgré tout, d'une attente qu'il peut y avoir du côté, mais même du Rassemblement national, de certaines personnes justement de l'opposition anti-maastrichtienne contre cette Europe libérale, néolibérale. Et aujourd'hui, on voit que le discours de Marine Le Pen a plutôt tendance à s'adoucir sur ces questions-là, peut-être parce qu'elle veut asseoir une certaine forme de crédibilité justement de parti de gouvernement. Et est-ce que finalement, à chaque fois qu'un parti qui représentait bien, à un moment donné, en tout cas on le voit dans le vote, cette France populaire, est-ce qu'il n'y a pas tendance, est-ce qu'il n'y a pas un effet à chaque fois de parti de gouvernement à vouloir adoucir son discours et pour paraître un peu plus crédible et donc oublier aussi certains essentiels. Et là, je parle notamment de l'Europe. En réalité, je crois que la crédibilité aujourd'hui n'est pas de s'adoucir. Par exemple, sur cette fameuse réforme des retraites dont vous avez parlé tout à l'heure, on sait très bien que c'est une des deux conditions avec l'assurance chômage pour avoir quelques millions ou milliards de la part de l'Union européenne pour la France. C'est-à-dire que c'était les conditions de la Commission européenne. Oui. Donc, on voit que quand on s'y oppose, d'une certaine manière et indirectement, on s'oppose à la vision de cette Europe des multinationales. Et quand les LR
on va dire, et restent la béquille du gouvernement d'Emmanuel Macron en disant que cette retraite, elle est courageuse, etc. Vous voyez, M. Guénaud dit l'exact inverse et il a raison. Il n'y a aucune espèce d'urgence à faire cette réforme, à rentrer frontalement avec 70% des Français qui semblent être opposés au décalage, en tout cas, de l'âge de départ à la retraite. Donc, vous voyez, la crédibilité, c'est pas forcément d'adoucir ou d'être favorable avec les macronistes, c'est 70% des Français qui disent le contraire. Donc, je crois que le positionnement des LR vis-à-vis de la classe populaire, je crois que c'est, sur ces retraites, je crois que c'est vraiment le dernier clou du cercueil des LR. Oui, bon, il n'a pas vraiment répondu à la question du RN vis-à-vis de l'Europe, mais c'est pas grave. Céline Pina. Sur ce positionnement, il s'explique aussi par ce qui est en train d'arriver aux Anglais au moment du Brexit. Aujourd'hui, ils se prennent de plein fouet une inflation encore plus énorme que la nôtre et ils ont énormément de difficultés sociales. Donc, on voit que rompre avec l'Europe, pour l'instant, c'est pas si facile. Et il se trouve que l'exemple de rupture qu'il y a ne montre pas pour l'instant un succès incroyable. Donc, tout le monde retourne dans une position attentiste, ce qui politiquement n'est absolument pas délirant. On peut toujours sauter sur sa chaise en disant Frexit, Frexit, mais quand l'histoire que l'on raconte derrière de ce que donnerait le Frexit, finalement, elle est très peu déroulée et très peu connue, et que le seul exemple concret qu'on a est un exemple qui est aujourd'hui en difficulté, c'est un peu plus compliqué de proposer cela. Ensuite, de façon naturelle, si vous voulez gouverner, à un moment donné, il va falloir rassembler au moins 50% des votes exprimés. Donc, vous perdez de fait votre radicalité. Oui. Et c'est pour ça que je posais aussi cette question de l'avenir, de la reconnaissance de cette France dite populaire et de son avenir politique. Est-ce que finalement son avenir politique est voué à être un peu isolé ou est-ce qu'elle peut malgré tout réussir à être réunie avec d'autres Elle a toujours été partagée, cette France populaire. Il y a toujours eu une frange qui votait pour des partis qu'on disait tribuniciens et qui sont des partis qui sont là pour canaliser et exprimer une forme de colère et d'attente. Et puis, cette colère et cette attente sont petit à petit récupérées par des partis qui sont beaucoup plus des partis de gouvernement. Et c'est un petit peu le rôle que pouvaient avoir le PC et le PS, par exemple, à une certaine époque. Et on a toujours eu ces deux éléments dans des partis ou dans des idéologies un petit peu contestataires. À partir du moment où vous arrivez avec un programme qui est censé changer le quotidien des gens relativement vite. Et aujourd'hui, finalement, on a encore cette tension entre une LFI qui porte un rêve révolutionnaire et une forme de violence politique et qui aimerait bien que la rue reprenne le pouvoir, et finalement une gauche républicaine qui, elle, a disparu, ou en tout cas qui n'existe qu'à l'état de croupion, parce que le Parti socialiste, on ne sait même plus vraiment ce que c'est. C'est-à-dire, une fois que vous êtes tellement supplétif que vous n'avez plus d'identité à porter, vous êtes simplement, j'allais dire, le petit bout de papier qui sert à caler la table, vous n'avez plus vraiment aucun intérêt. Et donc aujourd'hui, ce qui est quand même dramatique, c'est que vous avez les franges les plus radicales qui sont représentées. Il y a une espèce de gros ventre mou représenté par Macron, qui lui est de fait un parti élitaire. Et en fait, vous avez une grande partie de la population qui n'est représentée par personne, qui le pense, qui le sait, qui le dit et qui l'hurle à la fois en s'abstenant et en se révoltant, mais en se révoltant sous forme de jacquerie, pas vraiment sous forme de révolution avec un leader, etc. Et c'est extrêmement déprimant parce que du coup, on ne voit pas quel est le chemin qui nous permettrait d'en sortir. C'est la question que je voulais vous poser justement, Céline Pina. Quel est le chemin, à votre avis, qui permettrait de sortir cette France populaire de ces jacqueries et de lui donner plus d'entente, qu'elle soit mieux entendue en France aujourd'hui ? Aujourd'hui, sincèrement, je ne le vois pas parce que la rencontre entre un homme, une idée et un peuple, je vois pas d'homme, je vois pas de grande idée et le peuple est extrêmement malheureux et se sent abandonné. Moi, l'idée que j'avais, ça aurait été la redécouverte d'un gaullisme social adapté à notre temps, susceptible de rompre avec le néolibéralisme et de faire face aux nouveaux enjeux, qu'ils soient sociaux, économiques, climatiques et surtout aux enjeux de souveraineté. Donc, un véritable souverain qui assume cette part-là, un homme du régalien, et aujourd'hui, ou une femme. Et aujourd'hui, je n'en vois pas qui soit crédible et qui ait derrière elle ou lui une capacité de rassembler et de réparer la France et les Français. Oui. André Cotarac, même question. Moi, j'en vois une.
une femme aux réponses de Madame Pina, c'est Marine Le Pen, bien sûr. Oui. Vous voyez, quand on rentre même sociologiquement et politiquement... Je rappelle quand même pour nos auditeurs que vous êtes porte-parole du cabinet de Marine Le Pen. Alors, je suis porte-parole du RN. Je travaille au cabinet de Marine Le Pen. Pardon, Quand on regarde, par exemple, le rapport RL qu'avait commandé Madame Borne sur les métiers essentiels des deuxièmes lignes. Vous savez, c'était pendant le Covid. La première ligne, c'était les soignants. On voit l'état de l'hôpital et on voit que même à Saint-Nazaire, c'est la protection civile qui fait des actions humanitaires chez nous pour prendre le relais des urgences. Donc là-dessus, je mets de côté. Mais sur les deuxièmes lignes, c'est important parce que je crois que ces métiers-là font partie de cette France populaire dont on parle tout à l'heure. Il y a les conducteurs, il y a les agents d'entretien, il y a les ouvriers de la manutention, tous ces métiers qui n'étaient pas, je cite, télétravaillables, c'est-à-dire ce sur quoi la France s'est reposée. Ce rapport a été fait pour revaloriser ces métiers, pour leur trouver une reconnaissance à ces métiers. Dans ces métiers-là, il y avait les bouchers, il y avait les charcuteries, il y avait bien sûr les boulangers. Vous voyez aujourd'hui l'état des boulangers, il y a 80% d'entre eux qui vont peut-être tomber en faillite. Et ce que dit Mme Pina est intéressant, c'est qu'elle parle de gaullisme. C'est vrai que le gaullisme, c'était l'égalité territoriale. Vous deviez avoir des services publics, que vous soyez à Morzine, à Saint-Nazaire ou à Saint-Tropez. Vous deviez avoir un hôpital, une gare, une école, des services publics qui fonctionnent, une poste. Aujourd'hui, tout ça est cassé et ces métiers de boucher, de charcuterie, de boulanger, parfois sont dans certains villages le seul et unique endroit où les gens ont un lien social entre voisins, entre anciens amis, entre camarades. Donc on voit que cette France-là est détruite et que par ces destructions de TPE, de PME ou de services publics, eh bien la fracture s'accentue davantage dans notre pays, territorialement et socialement. Oui, Andrea Cotarac, juste pour conclure, parce qu'on parlait de l'avenir de cette France populaire, évidemment vous dites qu'il se trouve derrière Marine Le Pen, mais moi je voudrais savoir aussi concrètement comment le RN va réussir à transformer l'essai et avoir une place qui n'est pas seulement la première place d'opposition, mais également, pourquoi pas, une place de direction cette fois-ci, une place gagnable pour les élections présidentielles, etc. Et là, ça veut dire quand même certaines alliances qui aujourd'hui ont du mal à se faire, ou alors qui se feraient, mais au détriment du message aussi passé, notamment par le Rassemblement national. Moi, je crois que, évidemment, il faut transformer l'essai. Ça va se faire par le travail et encore le travail, parce que vous voyez, aujourd'hui, on a 89 députés à l'Assemblée nationale, donc on est en lien avec, on va dire, ce monde institutionnel. Et je crois que la presse, que les éditorialistes et que les analystes ont tous démontré, encore des articles récents, sur le fait que le Rassemblement national a réussi finalement son entrée institutionnelle. Non pas par des critiques constantes, etc. Et Dieu sait si on doit faire des critiques sur la situation actuelle ou la politique du gouvernement, mais aussi sur beaucoup de propositions. Et finalement, on a eu souvent des opposants qui disaient « mais non, c'est pas crédible, on peut pas le faire ». Aujourd'hui, au sein des institutions, on a des propositions du Rassemblement national, on a des refus de vote de la part de la gauche sur des choses qui peuvent changer la vie des habitants, et c'est des propositions qui sont faites par des gouvernements européens, en Espagne, en Pologne. On parle de déroger, non pas de sortir du marché européen de l'énergie, mais de renégocier, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal. Oui. On demande un TVA zéro sur les premiers produits. D'autres pays l'ont fait. Donc on voit que ça marche, c'est crédible et que je crois, par le travail, encore une fois, Marine Le Pen pourra, je l'espère, avoir 50% plus une voix la prochaine fois. Écoutez, à suivre. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, Andrea Cotarac, Céline Pina. Céline Pina, je rappelle, ancienne conseillère régionale PS d'Île-de-France, essayiste, militante de la laïcité, fondatrice du mouvement Vivre la République, auteur notamment de Silence coupable aux éditions Kéro et de C'est biens essentiels aux éditions Bouquin. Merci à vous, Andrea Cotarac, et pardon, vous êtes bien porte-parole du Rassemblement national, président du groupe du Rassemblement national d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.